Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de ma chaîne Contes des mille et une vies ou récits d'une quête identitaire. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais parce que ça a été un peu le rodéo dans ma vie. Donc le temps que ça se calme et surtout que ça me renvoyait à ce dont j'allais parler dans cet épisode-là. Donc il fallait que je me sorte de là avant d'avoir le courage d'affronter entre guillemets cet épisode parce que ça va pas être facile. Donc pour ceux qui ont envie d'avoir que le rêve, le positif, le truc wouhou, ben faudra je pense aller à l'épisode numéro 4 parce que celui-là ça va plutôt être assez hard quoi. Mais avec quand même des points positifs évidemment parce que ça va précéder le grand départ. Alors, donc dans le dernier épisode, je revenais d'Inde. J'étais totalement transformée par ce voyage, profondément. Et il y a donc, pour revenir un petit peu, parce qu'il y a des choses que je n'avais pas expliquées, donc je vais revenir un tout petit peu en arrière. Vous vous souvenez que quand je suis partie à La Réunion, j'avais rencontré quelqu'un. J'avais eu le coup de foudre. Et ensuite, donc, j'étais partie en Inde, et donc de tout l'épisode précédent. Et pendant mon voyage en Inde, ma mère m'apprend qu'elle a un cancer. Donc, pour les rares fois où j'allais sur Internet dans les cybercafés, donc j'apprends ça. J'étais avec mon meilleur ami, Vincent, et en fait, il y a eu des moments où ça me rendait vraiment triste parce que j'avais peur de perdre ma maman. Et puis au fait, Vincent, lui, il avait déjà perdu son papa. Donc, quelque part, je me sentais pas légitime, évidemment, à être triste parce que lui, il avait carrément plus son papa. Et en même temps, j'étais tiraillée parce que j'étais triste. Et effectivement, juste la seule fois où j'en ai parlé, il y a eu total manque d'empathie de sa part. Il m'a dit oui, bah, ça va, c'est pas la fin du monde. Et c'est, enfin bref, en gros, voilà. En gros, même il faut pas s'inquiéter avant l'heure ou quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Aucun réconfort, donc j'étais toute seule avec ma détresse et donc je l'ai mise de côté pour pouvoir vivre mon aventure comme il fallait, quoi. Et en fait, la seule personne finalement en qui j'ai trouvé du réconfort pendant ce voyage, c'était donc cette personne que j'ai rencontrée à La Réunion. Donc je vais donner des initiales aux garçons que j'ai rencontrés parce que sinon déjà on va se mélanger et puis en plus j'ai pas envie de donner des prénoms donc on va l'appeler L, la lettre L. Donc en fait j'ai dû aller peut-être 3-4 fois dans un cybercafé en 5 semaines en Inde. Et donc en même temps, donc, je prenais des nouvelles de ma maman et la seule autre personne à qui je parlais, c'était elle. Du coup, il a été quand même présent. C'est lui qui a eu des mots de réconfort, c'est lui qui m'a soutenue. Même si, on va dire qu'il était... Comment on appelle en fait, il se demandait pourquoi lui. Il m'a demandé, mais pourquoi moi et je lui dis, ben moi, quand j'ai un coup de foudre, c'est comme ça. Et puis, c'est la seule personne à qui j'ai envie de me confier et de qui je me sens assez proche pour parler de tout ça et en sécurité émotionnelle. Donc voilà, on va dire qu'il a été un support très important pour moi pour que je puisse digérer, enfin mettre ça de côté plus ou moins parce qu'une fois que c'est partagé, c'était quand même déjà moins pesant, moins lourd. Donc voilà, grâce à lui, j'ai pu vivre mon expérience en Inde avec en étant un peu plus libérée émotionnellement parlant. Et donc à mon retour, je suis passée d'abord dans le sud pour voir le reste de ma famille, le côté de mon père. Et puis j'étais pas encore rentrée à Nantes que j'ai un coup de fil où ma mère me dit oui Pascal, donc mon beau-père, pète un câble parce que il dit que t'as caché ta clé de voiture exprès pour pas qu'on la déplace, etc. Donc ce qui était faux parce que j'ai dit mais non, elle est sur mon lit et je pense qu'il devait y avoir peut-être un habit dessus ou quelque chose comme ça et donc ce qui fait qu'il l'avait pas vu.
mais il y avait juste à me demander. Et en fait, donc faut savoir que mon beau-père, c'est quelqu'un qui... J'ai pas eu de chance du tout, moi, avec mes beaux-parents, autant belle-mère que beau-père. Ils m'ont tous traumatisée. Et donc lui, déjà, par exemple, j'avais eu mon bac mention bien. Et puis, il avait décrété qu'il allait partir au Brésil avec ma mère, ma petite sœur, mais pas moi. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, moi, pour m'emmener. Donc doucement, alors que ma mère et ma sœur étaient en Afrique, moi j'étais chez mes grands-parents, donc pour passer mon bac, et donc j'ai été toute seule. Et je réussis mon bac et je sais pas, n'importe qui dirait bon bah on prend Chloé quand même. Je sais pas, j'ai quand même toujours une famille. Enfin, et donc il a fallu que j'aille quémander à mon grand-père sous couvert de est-ce que tu peux me faire un cadeau en gros pour mon bac, est-ce que tu peux me payer mon voyage au Brésil pour les accompagner. Il me dit mais c'est quand même fou parce qu'ils se vantent sans cesse d'avoir beaucoup d'argent, ton beau-père. Et bizarrement, je dis oui, je sais que c'est de la mauvaise foi et je sais que c'est exprès pour pas m'emmener. Mais voilà, du coup là, il avait plus d'excuses entre guillemets, donc je suis partie avec eux. Et donc là, ça s'est déjà très très mal passé. Pourtant, ça faisait 15 ans qu'il était déjà dans ma vie. Non, 10 ans. Mais là, ça a été un des pires épisodes où il m'a traité de... enfin bref, je m'amusais avec ma petite sœur et lui disait que je la mettais en danger, ce qui était totalement faux parce que je lui ai dit, moi c'est ma sœur, c'est la personne que j'aime le plus au monde, donc si elle est en danger, t'inquiète pas que je serai la première à aller plonger pour la sauver de la noyade ou quoi que ce soit. Et donc il s'est énervé contre moi, il m'a poussée dans l'eau, après il m'a sorti de l'eau de force, et puis il m'a gueulé dessus en me disant que j'étais qu'une petite conne, que je finirais ma vie toute seule, que personne ne m'aimera jamais, que personne m'aimait, que personne m'aimera jamais. Et puis, baisse les yeux, sinon je te casse la bouche, je t'en colle une, je te détruis le portrait, enfin bref, t'amuses pas à me répondre, sinon, voilà, en gros, sinon il aurait été très violent envers mon visage. Pour une fois, ma mère s'était interposée d'ailleurs, interposée juste physiquement entre lui et moi. Et puis c'était pas la première fois qu'il me poussait dans l'eau, parce que quand j'avais 6 ans ou 7 ans, il m'avait jeté d'un catamaran en pleine mer, parce que je demandais quand est-ce qu'on allait se baigner. Donc voilà, puis après il m'avait récupéré un peu plus loin, mais voilà, c'est ce genre de personne-là. Et donc, il avait très mal pris parce que, si vous voulez, moi, donc j'étais kiné depuis 1 an et demi ou 2 ans. Et première chose presque que j'ai fait, c'est m'acheter une voiture. Alors, j'aurais pas dû m'acheter une voiture neuve, maintenant je le sais, mais c'était mon... Ah, je sais pas, c'est le plaisir qu'on se fait quand on commence à travailler, qu'on commence à avoir de l'argent, etc. Donc, je me suis acheté une voiture neuve comme je voulais, bleu turquoise, bleu Belle-Île, trop belle, une Citroën C3 et tout. Et donc, forcément, elle était toute neuve, et on avait un garage de 2 places, donc moi, elle restait derrière. Et eux, il y avait deux voitures, une très vieille et une plutôt neuve qui mettaient devant. Et en fait, il n'a pas digéré qu'on laisse ma voiture dans le garage et que l'autre vieille qui était à lui, on la laisse dehors, mais qui était dans une résidence protégée. Bref. Et donc, on se rappelle bien que ma mère a le cancer. Et du coup, donc il fait un scandale comme quoi je suis encore qu'une petite conne et que je fais exprès et que j'ai planqué la clé, etc. Donc il voit bien déjà que c'est pas vrai. Ma mère le tempère, elle prend la clé, elle dit voilà, je vais déplacer la voiture, moi je vais la déplacer la voiture, et puis juste parce qu'il, je sais plus, je sais pas, il voulait changer les voitures, donc là elle a dit ok, mais elle dit après je la remettrai à sa place, et là il n'a pas du tout apprécié. Donc pendant que ma mère était dans ma voiture en train de la déplacer, il a pété un câble, il a donné des gros coups de pied dans ma voiture jusqu'à enfoncer la portière, enfoncer l'aile, et que ma mère puisse plus sortir du véhicule, qu'on puisse plus utiliser la portière conducteur. Faire ça, c'était sa femme, ils se sont mariés. Donc faire ça déjà à sa femme alors qu'elle est malade,
Et puis voilà, et puis détruire la seule possession que j'avais et à laquelle je tenais évidemment. Bon déjà moi je savais pas quoi faire. Ma mère m'a tenue au courant à distance. La haine m'est montée, mais j'étais incapable de savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. J'étais impuissante, j'ai toujours été impuissante face à lui. J'ai jamais pu dire quoi que ce soit puisque ma mère le défendait. Voilà, puis lui, ça a toujours été donc tout ce que je vous ai dit, plus quand j'étais petite, pas le droit de parler, pas le droit de parler à table, et puis de toute façon, t'es né dans une poubelle, ou tes parents t'ont trouvé, ou tes parents t'ont adopté, ou machin, ou bidule. Donc tout un tas de, finalement comme un harcèlement moral constant de sa part, ou en tout cas régulier, qui dans la construction d'un enfant ou d'une adolescente est complètement destructeur. Et la violence verbale comme ça, je sais que moi ça m'a beaucoup détruit. Et j'ai fait beaucoup de séances déjà pour libérer ça. Et des séances, je ne sais pas si vous connaissez le MDR, donc c'est une technique avec des mouvements oculaires qui est très puissante justement pour les gros traumatismes. Et moi, il n'y avait que ça, que cette technique pour les gros traumatismes qui me permettait d'évacuer ou de mettre à distance en fait tout ça, pour que ça n'impacte plus ma vie. Donc chaud. Et donc je rentre dans ce contexte. Ma mère a le cancer, mon beau-père a détruit ma voiture et je vais rentrer à la maison, je sais pas quoi faire. Heureusement que dans ce voyage, ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement monté, ça m'a tellement rendu libre. Et j'avais dépassé mon espèce de phobie sociale de parler anglais parce que du coup, grâce à Vincent qui lui savait déjà bien parler anglais, moi petit à petit j'ai fait des progrès et tous les jours je notais tous les nouveaux mots que j'apprenais, j'ai noté dans un carnet et tous les jours je faisais des progrès, donc j'étais plus là, enfin à la fin du voyage j'arrivais à placer des phrases, des mots dans une conversation sans que la conversation soit finie, parce que souvent moi je réfléchissais tellement à ce que j'allais dire que la conversation était finie quand j'osais enfin parler, donc du coup je pouvais plus parler. Du coup à la fin j'étais quand même assez fluide, j'arrivais, voilà, je faisais quand même des conversations qui étaient chouettes, donc déjà j'avais dépassé ça, qui m'a ouvert encore plus. Et puis, comme je disais, toute la souffrance de ce peuple tibétain et du peuple indien aussi, les scandales de Pascal et comment il se comportait avec moi, j'ai réussi à prendre de la distance par rapport à ça. J'avais une distance de fou que j'avais pas auparavant. Et en fait, quand je suis rentrée, bon, j'ai imaginé plein de choses pour me venger, mais en fait, tout ce que j'aurais pu faire, ça se serait retourné contre moi. Donc j'ai dû d'abord, en plus, prévenir ma mère, enfin avoir l'aval de ma mère pour lui parler, en fait. Parce qu'elle ne leur aurait jamais parlé vraiment de ma part. Je lui ai dit, écoute là, pour moi c'est trop grave, je peux pas, maintenant je peux plus, ça va être quoi la prochaine étape? Je peux pas laisser passer ça. Donc du coup, je te préviens, je vais lui parler. Et je vais pas mettre les formes, je vais lui rentrer dedans cette fois. Et j'espère que ça va bien se passer, mais en tout cas, t'es prévenu et tu sais que je vais le faire aujourd'hui. Comme ça, si jamais il se passait quelque chose, parce qu'il est quand même très violent, plusieurs fois, c'était de toute façon, baisse les yeux, sinon je te casse la bouche, arrête de répondre, sinon je te casse la bouche, moi je te pète la gueule, etc. etc. Donc, je préférais prévenir dans tous les cas pour tout, pour que ça me retombe pas dessus, de une, et pour au cas où s'il m'arrivait quelque chose, bah au moins tout était prévenu. Et donc voilà, je me décide à lui parler, à lui dire juste tout simplement dis-moi qu'est-ce qui s'est passé avec ma voiture. Et là, mais il s'est mis dans une colère directe, on dirait qu'il attendait que ça, il attendait que l'étincelle pour que ça prenne feu. Et il me dit oui, tu sais très bien ce qui s'est passé avec ta voiture, nanana, nanana. Et il me gueule dessus et je lui dis, tu sais que c'est pas correct. Et il recommençait à me dire, oui, de toute façon, personne ne t'aime, t'es un boulet pour tout le monde. Donc
mes grands-parents chez qui j'ai vécu et avec qui ça s'est très très bien passé, me dit tes grands-parents ne t'aiment pas, t'as été un boulet pour eux, t'es une charge pour tout le monde, personne ne t'aime. Mais là, avant ça m'aurait détruit, comme ça m'a détruit tellement de fois, mais là j'avais tellement de distance. Je l'ai pris de haut. Mais alors, je lui ai ri au nez, je lui ai dit, écoute, tu veux vraiment que... Parce qu'en plus, j'avais pris le soin d'appeler mes grands-parents aussi auparavant pour m'assurer. Enfin, je leur avais dit tout ce qu'ils me disaient, en fait. Ils m'avaient dit, mais n'importe quoi. Et je lui ai dit, tu veux qu'on appelle mes grands-parents? Tu veux qu'on leur pose la question, de savoir ce qu'ils pensent de moi, si je suis un boulet, s'ils m'aiment pas, etc. Et tu veux que je leur pose la question, de savoir ce qu'ils pensent de toi? Parce que je sais que ma grand-mère... elle m'avait dit plusieurs fois ce qu'elle pensait de lui et c'était pas glorieux. Et donc j'ai commencé à lui répondre et à lui dire voilà que en fait c'était lui qui était un gros connard, que c'était lui qui se comportait mal, que c'était lui qu'on ne devrait pas aimer, qui méritait pas tout ce qu'il avait dans ma famille, qui méritait clairement pas l'amour de ma mère, que sa femme était malade et qui se comportait de façon violente. En plus, j'avais entendu, elle m'avait dit qu'il lui avait dit mais c'est bon, arrête de nous saouler avec ton cancer, ça va. Donc c'était pas du tout le genre de mari qui vous soutient, etc. Et en plus, pour le jour de l'opération de ma mère, il avait prévu de repartir en Afrique, parce qu'entre-temps ils étaient rentrés en France, hein, oui. Il avait prévu, parce qu'il repartait souvent, hein, un mois sur 2, il n'était pas là, même des fois plus. Et là, il avait prévu de repartir en Afrique, mais pas pour le travail, hein, parce qu'il avait, comment on appelle, un truc de pêche au gros, un concours de pêche. Comment vous dire? Alors que sa femme allait se faire opérer d'un cancer. Mais là, je l'ai pourri, mais je lui ai dit, mais... comment tu oses en fait faire ça de toute façon, mais je l'ai tellement pourri et j'avais tellement une certitude en moi et tellement de certitude que j'avais une valeur contrairement à ce qu'il me disait. Je lui dis mais en fait c'est toi qui va gicler cette famille, parce qu'à un moment il m'a pris par le col, il allait me frapper. Je lui dis mais vas-y, frappe-moi, comme ça je vais aller au commissariat, je vais porter plainte et tu vas gicler de cette famille et tout le monde sera soulagé et tu nous feras un grand cadeau. De toute façon voilà, enfin bref. Et je lui ai dit tout ça, et je lui ai dit ma mère, tu la mérites pas. Et c'est toi qui est un boulet pour cette famille, c'est toi qui nous pourrit la vie, etc. etc. Et donc ça s'est bien passé, parce qu'après, du coup, il avait plus... Enfin après, en fait, c'est trop bizarre, il s'est radouci. Moi, je lui ai dit, maintenant tu vas me payer la réparation de ma voiture. Et donc il a payé la réparation de ma voiture. Et après, il était tout gentil. Les jours d'après, Chloé, tu veux de l'eau? Chloé, tu veux que je te fasse son petit déjeuner? Puis il a déplacé son voyage pour être là pour l'opération de ma mère. Enfin, bref. Voilà le contexte. Faut savoir aussi que je l'avais entendu sur le balcon parler de façon amoureuse au téléphone. Donc je me suis dit, ah tiens. Mais à cette époque-là, je ne savais pas toute l'histoire. Mais j'avais des gros doutes. J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose de pas très net. Et je crois que je l'avais dit à ma mère aussi sur le moment. En fait, au fond, il digérait pas trop que moi, j'avais pris un peu sa place. Mais c'était pas ma faute. Pour moi, c'était normal de m'occuper de ma sœur, de m'occuper de ma mère pendant qu'il n'était pas là. Parce que donc moi je faisais que des remplacements, donc j'étais assez libre. Et puis aussi quelque part je me disais je suis adulte maintenant et puis je retourne vivre chez ma mère, donc il faut quand même que je fasse ma part auprès d'elle en fait. Puis comme je travaille pas, etc. Enfin moi je me mettais plein de charges sur le dos, ce qui fait qu'en fait je m'occupais de tout le monde comme si finalement je prenais un peu son rôle, mais je prenais le rôle je faisais un peu tout en fait dans ma famille en général. Dans tous les cas, j'étais un peu le pilier de tout le monde, le confident de tout le monde, le tampon entre tout le monde, etc. Et celle qui était toujours à l'écoute, bienveillante. Mais là, du coup, encore plus en fait, parce que je déplorais le fait que ma petite sœur, par exemple, elle n'a pas eu la chance d'avoir une grand-mère qui s'occupait autant d'elle que moi j'ai eu, parce que notre grand-mère est décédée quand elle avait 1 an. Et j'ai toujours eu beaucoup de peine pour elle, parce que finalement, elle était souvent seule, en fait. Enfin, souvent seule, elle était chez des mamans de filles de son école.
après l'école, et puis elle était souvent triste. Voilà, parce que je trouvais qu'elle passait pas beaucoup de temps, du coup, ni avec son père, parce que correction, il était là que 2-3 semaines, tous les 5-6 semaines, en fait, voire même moins que ça. Et ma mère, elle travaillait quand même assez tard le soir, elle rentrait toujours à 19h30, donc je trouvais qu'elle passait pas beaucoup de temps avec quelqu'un, quoi, de la famille. Et donc, moi, quand je suis rentrée, après ne pas l'avoir vue pendant longtemps, j'ai voulu m'occuper à fond d'elle. Et du coup, je m'occupais aussi de la maison, je faisais les courses, c'est moi qui imaginais ce qu'on allait manger la plupart du temps, etc. Je faisais aussi souvent à manger. Et j'allais la chercher à l'école, ma petite sœur, et puis je lui faisais faire ses devoirs, je lui faisais faire tout un tas d'activités, je l'amenais au parc, je l'amenais au cinéma, je l'amenais faire des balades à cheval, je l'amenais à la piscine. J'ai essayé de lui faire tout un tas d'activités pour compenser le fait qu'elle n'ait pas de grands-parents en fait avec qui être. Et puis qu'elle voit pas beaucoup ses propres parents. Et donc du coup j'essayais à fond de m'occuper d'elle et puis de décharger ma mère. Donc moi en fait je me suis mis par-dessus alors que j'étais en burn-out, etc. quand j'ai quitté mon cabinet à Cadolive. Et puis en fait je me suis mis beaucoup de charges en fait supplémentaires pour m'occuper d'elle. Mais moi en fait ça me faisait du bien dans le sens où ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Mais avec le recul j'aurais eu besoin qu'on s'occupe de moi. Mais avec après donc la maladie de ma mère qui est arrivée, en fait, c'était pas possible, quoi. Donc ça a été toujours moi qui me suis occupée de tout le monde. Et puis un jour, même ma sœur m'a dit, quand on se promenait dans un parc, est-ce que Chloé, quand j'aurai l'âge, quand j'aurai 16 ans, si jamais toi, t'as une maison et un copain, etc., est-ce que je pourrais venir habiter avec toi? Et en fait, à ce moment-là, je lui avais promis que oui. Je lui avais promis qu'elle pourrait venir habiter avec moi. Parce que pour moi, c'était normal. Mais je lui dis, par contre, n'en parle pas pour l'instant à maman, parce qu'elle elle va pas apprécier. Parce qu'elle m'avait dit texto, j'aimerais bien que tu sois maman à la place de maman. Moi, c'était pas mon but, mais c'est ce que j'avais créé finalement en m'occupant autant d'elle. J'avais créé cette distance malgré moi finalement entre elles, ce qui fait que ma mère, ça l'arrangeait beaucoup. Quand il y avait des soucis avec ma sœur, c'était toujours vers moi qu'elle se tournait. Et voilà, ça a empêché de créer des liens entre elles au final, mais c'était pas volontaire de ma part, pas du tout, au contraire. Et pareil, ça a créé peut-être une distance avec Pascal, mais alors là, c'était encore moins volontaire. Je trouvais que c'était logique de m'occuper, de donner de l'amour là où il n'y en avait pas, ou là où il y aurait dû en avoir. En tout cas, ma mère, je lui avais dit, pour ton opération, moi, je serai là, ne t'inquiète pas. Et voilà, j'avais quand même confronté mon beau-père pour qu'il assiste à son opération, parce que je trouvais que c'était quand même très important. Donc pendant tous ces moments, du coup, je parlais avec elle sur internet, et c'est devenu vraiment mon confident. Et puis en plus moi j'avais déjà des sentiments qui se sont développés encore plus, et c'était devenu, on parlait tous les jours et pendant des heures, souvent par message et pas beaucoup par Skype, alors que moi j'aurais aimé bien plus parler en vidéo ou quoi, parce que je trouvais que ça nous rapprochait plus. Mais lui il aimait pas trop, mais bon. Donc voilà ce contexte où je me suis beaucoup rapprochée de cette personne, parce que c'était mon échappatoire, c'était un rêve. Je me disais, alors je voulais pas forcément aller habiter à La Réunion, et pourtant j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup le soleil, etc. Mais voilà, petit à petit je parlais de projet de vie, etc. En tout cas, bon voilà, je savais qu'il fallait pas trop que j'aille trop vite, mais ça a été très dur cette relation, parce que moi j'étais tout feu tout flamme, j'avais envie qu'on se rejoigne, j'avais envie qu'on vive plein de choses, j'avais envie qu'on voyage, qu'on vive ensemble, etc. Et puis de son côté, c'était pas autant. Pourtant tous les jours il était là, autant je sentais que c'était très très lent, mais alors très 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 très, pour moi très très lent. Et ça a commencé à me faire souffrir, parce que je sentais que il y a des fois où je me disais en fait on se reverra jamais, parce qu'on s'était pas revus encore. Et moi mon but c'était qu'on se revoie, et puis on en parlait, etc. Et puis plusieurs fois elle me disait mais tu devrais rencontrer quelqu'un de chez toi, tu devrais
m'oublier, parce que là c'est trop douloureux, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir, etc., etc., etc. Non, moi je disais non, 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 non. Et puis en fait, dans tout ce contexte-là, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui lui était exactement dans la même situation que moi, c'est-à-dire lui il avait le coup de foudre pour une Américaine qu'il n'avait jamais revue comme moi, et pareil comme moi, il projetait de se revoir, mais il savait pas quand. Et c'était toujours repoussé. Un peu comme moi, parce que moi c'est pareil, on projetait, puis ça repoussait, machin, où il y avait des soucis d'argent évidemment, etc., de disponibilité et tout. Et donc on s'est beaucoup rapproché avec cette personne, et surtout en fait on se comprenait, parce on était follement amoureux de personnes qu'on pouvait pas voir, avec qui on partageait de l'amour puissante en fait. Ça peut paraître bizarre, mais c'était hyper puissant, par message ou par vidéo. Tous les matins, on se disait, voilà, tous les matins, bonjour, tous les soirs, bonne nuit. Puis entre-temps, on se racontait notre vie, ce qu'on faisait dans la journée, etc. On était tout le temps connectés, tout le temps liés, en fait, avec ces personnes-là. Donc c'est comme s'ils partageaient nos vies, mais ils n'étaient pas là. Et c'était très, très dur pour nous. Et ce manque affectif, et aussi le fait de galérer pour se voir en vrai, se revoir en vrai. Donc on s'est fortement rapprochés, on se racontait nos peines, etc., etc. Donc il s'appelait G, cette nouvelle personne. À force qu'elle me dise, oui, tu devrais rencontrer quelqu'un à un moment donné, et que j'étais triste parce qu'il voulait pas... Enfin, il me disait qu'il voudrait bien venir en France, mais qu'il n'avait pas assez d'argent, et qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il en aurait assez, mais qu'il voudrait bien venir. Voilà, et puis ça s'est repoussé plusieurs fois. Moi, j'avais ma meilleure amie, celle dont le père était métropolitain et la maman réunionnaise, qui me soutenait à fond dans cette relation, et qui me disait t'inquiète, il faut pas que tu lâches, etc. Et qui me soutenait. Et le problème, c'est que je me suis étouffée dans cette relation. J'avais tellement de besoins que j'ai étouffé. Et c'est l'époque où là, j'aimerais vraiment lancer un warning pour tous les gens qui lisent tous ces livres. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ou les livres sur l'amour, les couples, etc. Moi, ça m'a pourri l'existence. En fait, ça m'a mis dedans, mais d'une façon monumentale, parce que je buvais ces livres à l'époque, parce que je me disais, mais comment... Enfin, j'avais l'impression d'être pas assez bien, j'avais l'impression d'être trop... d'être peut-être trop pressante, trop machin, trop bidule, et je sentais bien qu'en fait, au plus j'étais détachée et distante, au plus il avait envie de venir, et au plus j'étais à fond, au moins il avait envie de venir. Bon, sauf qu'à l'époque, je comprenais pas que c'était très mauvais signe, que c'était plus quelque chose de toxique. Et du coup, j'ai pris ce qu'il y avait dans ces livres pour argent comptant, et j'essayais de tout faire comme ce qu'il y avait écrit dans ces livres. Et je croyais, dur comme fer, que c'était moi le problème. C'est ça le pire. Que j'étais trop pressante, que j'avais trop de besoins, que j'étais trop impatiente. Mais bon, en même temps, là, ça faisait, je pense, à ce moment-là, ça faisait 7 mois ou 8 mois que je ne l'avais pas vu. Et puis... du coup, en fait, ça m'a formaté ces livres où il fallait faire comme ci, comme ça, si l'homme fait ci, nous, il faut faire ça, machin, pour lui laisser de l'espace, blablabla. Mais en fait, j'avais totalement étouffé ma personnalité, étouffé mes besoins. J'étais comme une cocotte minute sur laquelle on avait mis le couvercle, et à l'intérieur, je bouillonnais de frustration, en fait. J'avais besoin d'amour, besoin de vivre plein de choses, de partager plein de choses. Et je devais faire semblant que non. Je devais faire semblant que tout allait bien, que j'allais bien. Et c'était la seule manière à chaque fois pour qu'ils viennent vers moi, en fait. Horrible. Lui, il freinait tout le temps, et il n'était pas du tout sur les mêmes envies que moi, sur le même rythme, mais surtout, je pense au fond, pas sur les mêmes envies. Mais j'arrivais pas à le voir, parce que il avançait quand même, à un rythme ultra lent. Et donc, voilà, et donc j'étais en train de dépérir un petit peu
Et il n'y avait plus rien de naturel chez moi. Et donc, il n'y avait qu'avec cette personne, avec G, qui était lui aussi amoureux de son côté et que je trouvais du réconfort. Et à un moment donné, je me suis dit, c'était trop dur et j'ai demandé à G, je lui ai dit, vu qu'on avait cette espèce d'amour inconditionnel, puisqu'on était là l'un pour l'autre, et puis en même temps, on se soutenait dans l'amour d'une autre personne, et je trouvais ça très très beau. Et je me disais, mais c'est quand même une sorte d'amour inconditionnel. Et je lui ai dit, en fait, est-ce que tu voudrais pas que nous, on se mette ensemble, tout simplement parce qu'on est là, parce que on peut profiter de la vie, on peut se voir, on peut, voilà, tout ce qui est rigide et zombifié, qu'on ne peut pas faire avec eux, au moins nous, on pourra le faire, on pourra profiter ensemble, et voilà. Et en même temps, je m'en voulais de demander ça, et en même temps, j'aurais aimé parce que j'avais envie de vivre, j'avais envie de profiter, j'avais envie d'aimer. Et je trouvais qu'on était similaires, et voilà, il y avait un amour quand même entre nous au final. Et donc lui m'a dit non. Il m'a dit non, moi j'ai encore espoir, je veux attendre de la voir, c'est peut-être pour il me disait dans 6 mois, machin. Donc j'ai dit d'accord, pas de souci, je te comprends. Et puis du coup moi je me suis replongée à fond dans cette relation, et il n'y a plus rien qui me retenait. Là, je me disais, maintenant, c'est ça, point. Et donc, je me suis encore plus enfoncée là-dedans. Et finalement, du fait d'avoir été quand même assez distante, parce que ça a été une période où j'étais plus en connexion avec G, j'étais un peu distante, etc. Elle est revenue, tic, comme dans une bonne petite relation toxique. Et il m'a dit, c'est bon, je peux venir en France.